Mon père a donné ma maison à ma sœur à son mariage. J'ai dit non. Il m'a fracassé la tête contre un mur devant 200 invités. Il ignorait qu'un invité filmait en direct. Cette nuit-là, 5 millions de personnes m'ont vu saigner. Ça a signé la fin de son empire et le début de ma vie. Crac. Je n'ai dit que 2 mots. 2 petits mots. C'est à moi. Et le craquement a résonné sous les lustres en cristal du pavillon d'or. Un son que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un bruit sec, propre. C'était un son humide, lourd, obscène. Le son de l'os rencontrant la pierre. Les 200 invités, qui applaudissaient à tout rompre une minute auparavant, ont retenu leur souffle. Un silence de mort est tombé, un silence si lourd qu'il en était assourdissant. Je n'ai pas ressenti la douleur tout de suite. Juste le choc. Un impact qui a secoué ma colonne vertébrale. Puis, j'ai senti une chaleur soudaine, dégoûtante, qui coulait de ma nuque, glissant sous le col de ma robe bleu marine. C'était mon sang. J'ai levé les yeux, l'oreille droite bourdonnante. J'ai vu mon père, Martial. Il était à 1 mètre de moi, le visage violet, la main encore à demi levée, figé dans son geste. Il me regardait avec une incrédulité rageuse. Mon regard a glissé vers la table d'honneur. Vers ma sœur, Coralie, dans sa robe de mariée à 50 000 €. Elle avait la main sur son cœur, ses yeux étaient écarquillés. Mais elle ne regardait pas ma blessure. Elle ne regardait pas notre père. Elle regardait la salle, les invités, son visage tordu non pas par la peur pour moi, mais par la colère que je vienne de ruiner sa performance. Et puis, je l'ai vu. Dans le coin de la salle, près du bar à champagne. Un invité que je ne connaissais pas. Un jeune homme. Il tenait son téléphone haut. Il ne tremblait pas. Et dans le coin supérieur de son écran, je l'ai vu. La petite lumière rouge, fixe et impitoyable. Le mot « live ». Le lendemain matin, je me suis réveillée aux urgences avec cette agrafe dans le crâne et le clip avait atteint 5 millions de vues. Ça a signé la fin de son empire, et le début de ma vie. Merci d'être là. Avant de vous raconter en détail comment j'en suis arrivée à saigner au mariage de ma propre sœur, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Je suis ici à Limoges, en France, mais je sais que ces histoires voyagent. De quelle ville, de quel pays êtes-vous? Quelle heure est-il chez vous en ce moment? Dites-le moi dans les commentaires. Savoir que vous êtes là, à m'écouter, signifie beaucoup pour moi. Alors, voilà ce qui s'est passé. Pour comprendre le « crack », il faut remonter à 8 heures plus tôt ce jour-là. J'étais chez moi, dans mon appartement, rue des Feuillants. Je regardais la robe bleu marine que j'avais achetée pour l'occasion. Simple, fonctionnelle, presque austère. Ma tenue de camouflage. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'y suis allée. Pourquoi, après tout ce qui s'était passé, après les menaces, après le sabotage, j'ai quand même décidé d'assister à cette mascarade. C'est simple. Et c'est terriblement, stupidement humain. J'espérais encore. Pause, oui. Même à 32 ans, après une vie entière passée à être le second choix, l'ombre, la fonctionnelle, une petite partie de moi espérait encore. J'espérais que ce mariage marquerait la fin d'un chapitre. Que Coralie, enfin mariée, enfin, installée, me laisserait tranquille. Qu'ils me laisseraient tous tranquilles. Je n'ai jamais aimé les fêtes. Surtout les leurs. J'étais le genre d'enfant qui préférait la logique impeccable d'un puzzle au chaos assourdissant d'un goûter d'anniversaire. Leur fête, c'était toujours du chaos. Et le pavillon d'or était le summum de leur univers. Une salle immense, un ancien relais de chasse rénové à grands frais, aux portes de Limoges. Ils l'avaient loué pour une somme que je n'ose imaginer. Des milliers de fleurs importées, des pivoines en plein automne. Des lustres qui coûtaient le prix de ma voiture. L'air était lourd, suffocant de parfums, de lacs et d'attente. J'ai pris ma voiture. J'ai conduit vers le lieu de la réception, le cœur serré, comme un soldat qui vérifie son équipement avant de monter au front. J'espérais que ce serait la dernière fois. J'avais tort. J'avais tellement tort. Dans la famille Fortier, il n'y avait que 2 rôles. Celui qui est sous la lumière, et celui qui est dans l'ombre. Ma sœur,
Coralie, 28 ans, était la lumière. Elle était née pour ça. Blonde, éclatante, avec un rire qui pouvait charmer un serpent et des larmes qui pouvaient faire fondre un glacier. Elle était le soleil flamboyant, parfois brûlant, autour duquel toute notre famille tournait. Et moi, Adèle, 32 ans, j'étais l'ombre. L'ombre nécessaire. J'étais la fonctionnelle. La silencieuse. La traductrice. L'experte en logistique de leur vie émotionnelle. J'étais celle qui réparait les choses. Notre enfance a défini ses rôles de façon chirurgicale. Je me souviens, Coralie avait 7 ans, moi 11. Elle est tombée de son vélo. Une petite écorchure au genou. Elle a hurlé. Pas un cri de douleur, un cri de performance. Mes parents ont surgi de la maison, l'ont couverte de baisers, l'ont portée jusqu'au canapé, lui ont promis une glace. Moi, j'avais 9 ans. C'est moi qui avais couru à la maison, seule, pour chercher la boîte de premiers secours. Quand je suis revenue, ils étaient déjà tous partis au glacier. Je suis restée sur le trottoir, la boîte de désinfectant à la main, complètement invisible. J'ai appris tôt que dans la famille Fortier, il y avait ceux qui faisaient du bruit et ceux qui nettoyaient les dégâts. Coralie performait. Elle faisait du théâtre au lycée, de la danse, des crises de larmes spectaculaires lorsqu'elle n'obtenait pas la voiture qu'elle voulait. Moi, je réparais. Je réparais le grille-pain cassé avec un tournevis de précision. Je réparais les erreurs de réservation de ma mère sur Internet. Je réparais les ordinateurs de la maison. Mon père, Martial Fortier, adorait ça. Ou plutôt, il adorait la performance de Coralie. Il avait bâti son empire, Logistique Fortier, à partir de rien, disait-il toujours. Il le dirigeait avec une poigne de fer. Pour lui, le monde était simple, il y avait les patrons et les ouvriers. Les forts et les faibles. Ceux qui donnaient des ordres et ceux qui obéissaient. Et dans sa famille, Coralie était sa princesse, son joyau, la preuve de sa réussite. Et j'étais une employée décevante. Je me souviens, j'avais 15 ans. J'étais, et je suis toujours, douée en informatique, en logique. J'avais passé un mois entier, en secret, à développer un petit programme pour optimiser les tournées de ces camions. J'avais calculé qu'il pourrait économiser près de 15% de carburant par an. Des dizaines de milliers d'euros. Je lui ai montré, fier de moi, mon écran d'ordinateur rempli de lignes de code. Il a à peine jeté un coup d'œil. Laisse ça aux hommes, Adèle, m'a-t-il dit, en me tapotant la tête, un geste qu'il pensait affectueux mais qui était d'une condescendance écrasante. Va aider ta mère avec les fleurs. Ce n'était pas un simple rejet. C'était une annihilation. Il venait d'effacer des mois de travail, et par la même occasion, ma valeur à ses yeux. La semaine suivante, Coralie a eu un 10 en récitation de poésie. Il a ouvert une bouteille de champagne qui coûtait plus cher que mon premier ordinateur. Ma mère, Hélène, n'était pas méchante. Elle était pire. Elle était la gardienne de la paix. Son seul but dans la vie était d'éviter les vagues. Elle était l'arbitre toxique. Sa phrase préférée ? Sois compréhensive, Adèle. Sois compréhensive, quand Coralie empruntait mon pull préféré et le perdait à une fête. Sois compréhensive, quand mon père annulait ma remise de diplôme universitaire parce que Coralie avait un match de volley, capital, le même jour. Sois compréhensive était le mot de code pour « tais-toi ». Accepte. Ton tour ne viendra jamais. J'ai quitté la maison à 19 ans pour mes études. Pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais plus respirer. L'air de cette maison était saturé par les exigences de Coralie et l'autorité écrasante de Martial. Je devais construire ma propre fondation, loin de leur chaos. Et c'est ce que j'ai fait. Pierre par pierre. Mon travail est solitaire. C'est peut-être pour ça que je l'ai choisi. Je suis traductrice technique. Je traduis des manuels de chirurgie robotique et des spécifications de moteurs d'avion. C'est un travail de précision. Il n'y a pas de place pour l'émotion, seulement pour le mot juste. La logique pure. Mon sanctuaire. Pendant que Coralie dépensait l'argent de mon père dans des écoles de comédie privées et coûteuses à Paris, avant de revenir à Limoges, pour faire une pause, moi,
je vivais dans une chambre d'étudiant de 9 mètres carrés à Limoges, en enchaînant les contrats. Pendant 10 ans, j'ai économisé chaque centime. J'ai dit non aux vacances. J'ai dit non au restaurant. J'ai dit non aux nouveaux vêtements. Chaque euro était un pas de plus vers la sortie, vers un lieu qui serait à moi. Et il y a 3 ans, je l'ai trouvé. Ce n'était pas grand-chose. Juste un ancien grenier, une chambre de bonne oubliée au dernier étage d'un vieil immeuble bourgeois de la rue des Feuillants. Il n'avait pas été habité depuis 50 ans. Le toit fuyait. Le plancher était un danger public. Les murs étaient noirs de suie. Il était, pour être honnête, insalubre. Et il était parfait. Parfaitement situé, parfaitement silencieux, et parfaitement à moi. Je l'ai acheté pour une somme dérisoire, 50 000 euros. C'était tout ce que j'avais. J'ai vidé mes 30 000 euros d'économie en guise d'apport, et j'ai contracté un prêt de 20 000 euros sur 10 ans. J'étais propriétaire. Pendant les 2 années qui ont suivi, j'ai travaillé comme une machine. Le jour, je traduisais des spécifications de turbines pour une entreprise allemande. La nuit, je traduisais des protocoles d'essais cliniques pour un laboratoire suisse. Je dormais 4 heures par nuit. Chaque facture de 1 000 euros que je gagnais était un mur, un tuyau, une fenêtre. Je n'ai pas construit les murs moi-même comme une héroïne de film. Non. J'ai fait quelque chose de plus difficile, j'ai géré les artisans. J'ai négocié chaque devis. J'ai comparé les prix des isolants. J'ai vérifié chaque facture. J'ai passé 1 an et économisé 60 000 euros supplémentaires, que j'ai investis, centime par centime, dans cette ruine. Et j'ai dormi sur un matelas pneumatique dans la poussière pendant 8 mois pour payer ces factures. J'ai appris le jargon de la plomberie. J'ai appris la différence entre un IPN et un HEB. J'ai appris à lire un devis et à repérer un charlatan. Je suis devenue l'experte en logistique de ma propre vie. Je me souviens du jour où l'ouvrier a enlevé le vieux lino moisi dans l'entrée. En dessous, il y avait les tomates d'origine. Des petits hexagones en terre cuite, usés par un siècle de passage. J'ai pleuré. J'ai pleuré de joie. J'ai passé une semaine à genoux, à les nettoyer une par une avec une brosse à dents et du vinaigre blanc. Cet appartement, ce n'était pas juste des murs. C'était ma forteresse. C'était mon bureau. C'était la preuve tangible de mon existence, de mon travail, de ma valeur. C'était le premier endroit au monde où je n'étais pas l'ombre. Et puis, ma famille est venue le visiter. Ma mère a apporté un gâteau, comme si elle rendait visite à une malade. Coralie est entrée, en faisant la moue, ses talons aiguilles menaçant mon nouveau parquet. Oh, a-t-elle dit, en regardant les poutres en chêne que j'avais passé 2 mois à poncer et à traiter. C'est si, gris, Adèle. Et tout ce bois, c'est un peu rustique, non? Tu ne vas pas peindre tout ça en blanc? Ça ferait plus propre. Mon père, Martial, n'a pas dit grand-chose. Il a fait le tour, les mains dans les poches de son costume cher. Il a tapoté un mur porteur. Il a regardé ma nouvelle cuisine équipée, payée avec 1000 heures de traduction de brevets. Quel gaspillage, a-t-il soufflé, en regardant par le velu. Jeter autant d'argent dans ces vieilles pierres. Tu aurais pu acheter un petit pavillon neuf en périphérie. Ils n'ont pas vu le travail. Ils n'ont pas vu les sacrifices. Ils n'ont pas vu la beauté. Ils ne comprenaient pas. Ils ne voyaient qu'un vieux grenier. Je voyais une forteresse. Et ils allaient bientôt vouloir me la prendre. Le mariage de Coralie a été annoncé comme un événement national. Elle allait épouser Victor Blanchard, le fils d'un autre entrepreneur local. C'était une fusion, pas un mariage. L'union de 2 petites dynasties de province. Logistique Fortier et Béton Blanchard. Et soudain, mon appartement est devenu un sujet de conversation. 3 mois avant le mariage. Le dîner dominical obligatoire. J'étais coincée. L'air de la maison familiale était lourd, saturé de l'odeur du rôti et, déjà à cette heure, du bourbon de Martial. Il aimait le bourbon. C'était son carburant. Plus la journée avançait, plus le bourbon coulait, et plus le Martial, patron, prenait le dessus sur le Martial, père. Il découpait le rôti avec une précision chirurgicale, un verre de bourbon à portée de main.
Alors, Coralie et Victor, a-t-il commencé, sans lever les yeux de la viande. Ils vont avoir besoin d'un vrai foyer pour fonder une famille. Un endroit, digne de notre nom. J'ai senti un frisson me parcourir. Je n'ai pas bougé. J'ai juste bu une gorgée d'eau. Mon verre tremblait légèrement. Ton appartement, Adèle, a-t-il continué. Il a un bon emplacement. C'est en centre-ville. C'est grand, pour une personne. Ma mère, Hélène, a immédiatement enchaîné, comme si c'était répété. Sa voix était douce, mielleuse, le ton qu'elle utilisait pour faire passer les pires décisions. Oui, chérie. La famille, c'est fait pour s'entraider. La famille d'abord. Et Coralie va avoir besoin d'un bon départ. Tu as toujours été la plus compréhensive de nous deux. Compréhensive. Le voilà, le mot-clé. Le mot qu'on utilisait pour me faire avaler n'importe quelle couleuvre. Le mot qui voulait dire « sacrifie-toi ». J'ai regardé Coralie. Elle grattait sa salade avec sa fourchette, sa nouvelle bague de fiançailles étincelant sous le lustre. Elle a levé les yeux vers moi avec un petit sourire innocent. Oh oui, Adèle, a-t-elle gloussé. La pièce que tu utilises comme bureau, elle est tellement lumineuse. Elle serait parfaite pour une chambre d'enfant. J'ai vu ce matin, le soleil donne pile dessus. Le sang a quitté mon visage. J'ai posé ma fourchette. Le petit clic de l'argenterie sur la porcelaine a résonné dans le silence soudain. Elle a vu? Quand? Coralie a eu l'air mal à l'aise une seconde. Son sourire s'est crispé. Oh! Maman m'a donné son double de clé. Juste pour prendre des mesures, au cas où. Au cas où. Ils me regardaient tous les trois. Le tribunal familial. Martial, le juge. Hélène, la procureure de la bonne conscience. Et Coralie, la victime innocente qui allait recevoir le prix. Ils attendaient. Ils attendaient que je rougisse, que je bégaie, que je baisse les yeux et que je dise « Oh, bien sûr ». Pour Coralie. Tout ce que vous voulez. Ma voix est sortie, plus froide que je ne l'aurais cru. Ce n'est pas la pièce que j'utilise comme bureau. C'est mon bureau. C'est mon lieu de travail. C'est de là que vient l'argent qui a payé cet appartement. J'ai posé ma serviette sur la table. C'est mon appartement. Je l'ai acheté. Je l'ai rénové. Et il n'est pas à donner. Les sourires se sont figés. Martial a serré le manche de son couteau à viande si fort que ses jointures sont devenues blanches. Hélène a perdu toute couleur. Coralie avait l'air d'une enfant à qui on vient de voler son jouet. Adèle, a sifflé ma mère, ne sois pas égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme, maman, ai-je répondu. C'est la loi. La bataille n'était pas terminée. Elle venait à peine de commencer. Et ils n'allaient pas jouer franc jeu. L'échec du dîner dominical n'a fait que les ralentir. Ils ont changé de tactique. Le soft power d'Hélène avait échoué, il était temps pour le hard power de Martial. Une semaine plus tard, mon père s'est pointé chez moi pour parler. Il était 16 heures, et il sentait déjà le bourbon. Il est entré sans que je l'invite, un droit du père, j'imagine. Il a utilisé le double de clé que ma mère avait, celui que j'avais bêtement oublié de réclamer. Il a fait le tour de mon bureau, regardant mes écrans, mes serveurs de sauvegarde. Tout ça pour des mots? A-t-il grogné. Tu passes ta vie à traduire ce que les autres font. Tu ne fais jamais rien de concret. J'ai serré les dents, debout dans l'encadrement de la porte de mon propre bureau. Je traduis des protocoles de chirurgie qui sauvent des vies, papa. C'est un travail. Et c'est chez moi. Tu aurais dû frapper. Il a ri. Un rire sec. Il s'est approché de mon bureau, tenant son verre de bourbon 12 ans d'âge qu'il avait eu le culot d'apporter de chez lui. Il a fait un geste vague vers mes disques durs. Et si je... Oh. Il a trébuché. Il s'est rattrapé à mon bureau, et le contenu de son verre s'est déversé en une vague ambrée et collante sur mon serveur NAS principal et mon ordinateur. L'écran est devenu noir instantanément. Merde, a-t-il lâché, sans la moindre trace de regret. Juste un accident. Vraiment maladroit de ma part. Il m'a regardé droit dans les yeux.
C'était un avertissement. Une démonstration de force. Il me montrait qu'il pouvait détruire mon gagne-pain d'un accident. J'ai senti la panique me glacer les entrailles. Des mois de travail. Il est parti sans un mot de plus. Il m'a fallu 2 jours complets pour tout nettoyer et tout restaurer depuis mes sauvegardes cloud hors site. Heureusement, j'étais traductrice technique. J'avais des protocoles. J'avais des sauvegardes redondantes. J'étais logique. Mais j'avais compris le message. La semaine suivante, ce fut le tour de Coralie. J'étais en visioconférence avec un client important à Berlin, négociant un gros contrat. Mon téléphone a vibré. Une notification de la caméra de sécurité que j'avais installée dans mon entrée après l'accident de Martial. J'ai ouvert l'application. Mon cœur s'est arrêté. Coralie était sur mon palier. Mais elle n'était pas seule. Elle était avec un homme en costume cravate, un porte-document à la main. Elle lui ouvrait ma porte d'entrée. Elle avait utilisé le double de ma mère. J'ai activé l'audio. Et donc, c'est bien 70 mètres carrés loi carré, disait l'homme. Très bien situé. Le marché est haut en ce moment. Et j'ai entendu la voix de Coralie, mielleuse. Oui, c'est parfait. Et l'hypothèque? Papa a dit qu'Adèle a presque fini de payer. C'est parfait. Et une fois le bureau d'Adèle vidé, combien pensez-vous qu'on puisse en tirer à la location? Victor et moi, on n'aura pas besoin de tout cet espace tout de suite. L'expert immobilier. Elle avait amené un expert immobilier. Pour évaluer mon appartement. Pour le louer. J'ai coupé ma visioconférence. Problème technique, ai-je tapé. Je vous rappelle. J'ai appelé Coralie. Elle a décroché, l'air enjoué. Allô? Adèle? Ma voix était un sifflement. Dégage. Quoi? Sois pas si, j'ai raccroché. J'ai composé le 17. J'ai signalé une intrusion, 2 individus dans mon appartement au dernier étage. J'ai donné leur description. 5 minutes plus tard, j'entendais les sirènes dans la rue. L'après-midi même, j'ai payé 400 € à un serrurier pour changer les 3 serrures de ma porte d'entrée. Des serrures de haute sécurité. J'ai changé les serrures. J'ai appelé la police. Pause, je sais ce que vous pensez peut-être. Mais c'est ta sœur. C'est ton père. C'est ce que ma mère m'a hurlé au téléphone ce soir-là. Faire venir la police chez ta propre sœur? Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Quand le sabotage devient un accident et que l'intrusion devient une visite pour une estimation immobilière, où placez-vous la limite? Auriez-vous appelé la police contre votre propre sœur? Dites-le moi honnêtement dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de savoir. Parce que moi, en changeant ces serrures, je pensais me protéger. J'étais stupide. Je pensais qu'ils avaient besoin d'une clé physique pour entrer. J'ai oublié qu'ils avaient une arme bien plus puissante. Une arme qu'ils allaient bientôt utiliser, l'opinion publique. Après l'incident de la police, la guerre froide a commencé. Plus d'appels. Plus de visites. Plus de dîners dominicaux. Juste un silence lourd, menaçant. Un silence qui précédait l'orage. Puis, 2 jours avant le mariage, le piège s'est refermé. Un SMS de ma mère, Hélène. Adèle, chérie. J'espère que tu as trouvé une jolie robe. Nous sommes si excités. PS, j'espère que tu as réfléchi à l'appartement. Coralie est tellement stressée avant le grand jour. Quoi que tu ressentes, je t'en supplie, ne fais pas de scène. Ce serait la détruire. N'oublie pas, la famille d'abord. Ne fais pas de scène. La famille d'abord. Ces 2 phrases. Leurs 2 armes les plus puissantes. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai relu le message. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre déguisé en supplication. C'était une menace. Et j'ai compris. J'ai tout compris. Ils n'allaient pas se battre avec moi en privé. Ils savaient qu'en privé, je pouvais leur montrer l'acte de propriété. Je pouvais leur montrer les factures. Je pouvais leur montrer la loi. En privé, ils perdaient. Non.
Ils allaient faire ça en public. Ils allaient me mettre sur scène, sous les projecteurs, devant 200 témoins. Ils allaient annoncer le « cadeau » comme une surprise magnifique, un acte de générosité fraternelle. Et moi? Je serais coincée. Si je disais non, je n'étais pas seulement la fille ingrate. J'étais le monstre qui ruinait le mariage de sa sœur. J'étais celle qui faisait une scène. J'étais celle qui n'était pas compréhensive. Il comptait sur mon silence. Sur ma peur de l'humiliation publique. Sur 30 ans d'entraînement à être l'ombre. Une nouvelle colère, différente de tout ce que j'avais connu, m'a envahi. Ce n'était pas une colère chaude. C'était une colère froide, tranchante, chirurgicale. Une colère de traductrice. La colère de quelqu'un qui voit la vérité être déformée. J'ai attrapé mon téléphone. Mais je n'ai pas appelé ma mère. J'ai appelé Mathieu. Mon seul véritable ami. Un ami de fac, un génie de l'informatique, aujourd'hui expert en cybersécurité. Le seul à qui j'avais tout raconté. Ma voix tremblait. Je détestais ça. Mathieu, ils vont le faire. Ils vont vraiment le faire. Au mariage. Devant tout le monde. Mathieu n'a pas essayé de me calmer. Il s'est mis en colère pour moi. D'accord, a-t-il dit, sa voix soudain dure. Alors, on va se préparer. Tu es traductrice, non? Alors on va leur traduire la loi d'une façon qu'ils comprendront. Pendant les 2 heures qui ont suivi, nous avons travaillé. Il m'a guidé. J'ai créé un coffre-fort numérique sur un serveur crypté. J'ai scanné l'acte de vente notarié de l'appartement. À mon seul nom. J'ai scanné les factures principales. Les 60 000 € de rénovation. Plomberie, électricité, fenêtres velues, cuisine équipée. J'ai scanné les relevés de banque, montrant les remboursements de mon prêt de 20 000 €, presque terminé. J'ai téléchargé la vidéo de ma caméra de sécurité, celle montrant Coralie et l'expert immobilier. J'ai fait une capture d'écran du SMS de ma mère. La menace. Envoie une copie de tout ça à ton avocat, m'a dit Mathieu. Et mets une copie sur une clé USB. Dans ta poche. Au cas où. C'est ce que j'ai fait. J'ai mis la petite clé USB en métal dans la poche intérieure de mon sac à main. C'était mon armure. J'allais à ce mariage non pas comme une sœur, mais comme une soldate allant au front. Et je ne savais pas que je saignerais avant la fin de la nuit. Le pavillon d'or. 8 heures du soir. Comme prévu, j'avais pris ma place habituelle, dans l'ombre. Je me tenais près d'une entrée de service, un verre d'eau à la main. C'était mon poste d'observation. Loin de la table d'honneur, mais avec une vue parfaite sur la salle et une ligne de fuite directe vers la sortie. Je portais ma robe bleu marine. Mon armure. La salle était une mer de champagne, de soie et de rire forcé. J'observais mon père, Martial. Il était au centre de tout, rayonnant. Son visage était déjà rougeau, pas seulement de fierté, mais du bourbon qu'il buvait depuis le début de l'après-midi. Il passait de table en table, tapant sur les épaules, sa voix de patron résonnant plus fort que la musique du quatuor à cordes. À 20h30 précise, le son que j'attendais. Ting, ting, ting. Une cuillère en argent contre une flûte de cristal. Le quatuor à cordes s'est tu. Les 200 conversations se sont éteintes. Martial s'est levé, un micro à la main. Il se tenait sur une petite estrade, à côté de Coralie et Victor. Amis, famille, sa voix de patron résonnait dans la salle. Quel jour! Quel jour magnifique! Il a parlé de Coralie, sa princesse. Il a parlé de Victor, son nouveau fils. Il a parlé de la fierté, de la famille. Et puis, son regard s'est tourné vers la salle. Il m'a cherché, mais ne m'a pas trouvé dans la pénombre. Peu importe. Le spectacle devait continuer. Mais un mariage, a-t-il poursuivi, sa voix devenant mielleuse, ce ne cesse pas seulement de l'amour. C'est une fondation. Un foyer. Un endroit où commencer une vie. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Le voilà. Le moment. Et pour marquer cette journée, pour bâtir cette fondation,
la famille Fortier voulait offrir quelque chose de spécial. Il a fait une pause dramatique. J'ai vu Coralie baisser les yeux, son visage préparé pour la surprise. Un cadeau de sa sœur aînée. Le silence dans ma tête était assourdissant. Il n'avait pas dit l'appartement de la rue des Feuillants. Il avait dit son magnifique appartement. Il le reconnaissait enfin comme magnifique au moment même où il me le volait. Il utilisait la valeur que j'avais créée pour augmenter sa propre gloire. Adèle, a-t-il continué, en me cherchant vaguement du regard, dans un acte d'une générosité incroyable, a décidé d'offrir son magnifique appartement, ici à Limoges, à sa sœur et à son nouveau mari. La salle a explosé. Ce n'était pas juste des applaudissements. C'était une ovation. Des sifflets, des « bravo », des gens qui se levaient. Ils applaudissaient ma dépossession. Ils applaudissaient un vol en direct. J'ai vu Coralie, la main sur son cœur, se mettre à pleurer de fausses larmes de surprise. J'ai vu mon père, baignant dans la gloire de sa générosité. C'était le piège. J'étais dedans. J'étais censé sourire, hocher la tête, et me laisser démembrer en public. J'étais censé être compréhensive. J'ai posé mon verre d'eau. Et j'ai commencé à marcher. Je suis sortie de l'ombre. Ma robe bleu marine tranchait sur le blanc et l'or de la salle. Clic, clic, clic. Mes talons sur le marbre. C'était le seul son. Les applaudissements s'éteignaient, les uns après les autres, comme des bougies dans un courant d'air. Les gens se retournaient. Les murmures confus ont commencé. Ce n'était pas dans le programme. L'ombre n'était pas censée bouger. L'ombre n'était pas censée prendre la lumière. Je me suis arrêtée à 3 mètres de la table d'honneur. Directement devant mon père. Je n'avais pas de micro. Je n'en avais pas besoin. J'ai attendu que le silence soit total. C'est un mensonge. Le silence qui a suivi était plus lourd, plus terrible que tous les applaudissements. J'avais appuyé sur le bouton « pause » de leur univers. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le silence était absolu. Un vide. Les 200 invités me regardaient. Le quatuor à cordes avait posé ses instruments. Le visage de mon père, qui était rouge de succès, est devenu violet de rage. Quoi, a-t-il sifflé dans le micro? Qu'est-ce que tu as dit? Ma voix n'a pas tremblé. Elle était claire. Je l'ai projetée pour que la table du fond m'entende. J'ai dit que c'est un mensonge. Je n'ai jamais accepté ça. Il a lâché le micro, qui est tombé sur la table avec un bruit sourd. Il a descendu les quelques marches de l'estrade, sa démarche lourde. Tu ne vas pas, a-t-il grondé, sa voix n'étant plus celle du patriarche aimant, mais celle du patron de logistique Fortier, qui licencie un employé. Tu ne vas pas m'embarrasser. Tu n'embarrasseras pas cette famille. Il était maintenant à 1 mètre de moi. L'odeur du bourbon était si forte que c'en était toxique. Je pouvais sentir la chaleur de sa colère. Je n'ai pas reculé. J'ai tenu bon. C'est toi qui embarrasses la famille, ai-je dit, calmement. C'est ma maison, ai-je répété, en articulant chaque syllabe. Je l'ai payée avec mon argent. Elle est à moi. Ce fut la phrase de trop. La phrase qui a rompu la digue. Plus maintenant, a-t-il rugi. Sa main, celle qui tenait son verre de bourbon quelques minutes plus tôt, s'est abattue sur mon épaule. Pas une tape. Une serre. Ses doigts se sont ancrés dans ma clavicule, si fort que j'ai senti mes os craquer. Et il m'a poussé. Ce n'était pas une bousculade. C'était une projection. Il y a mis tout son poids, toute la force de son corps, toute la rage de ses 50 ans d'autorité bafouée. Il m'a fait pivoter et m'a jeté en arrière. J'ai décollé. Mes pieds ont quitté le sol. Pendant une fraction de seconde, j'ai volé. Puis l'impact. Mon dos d'abord, puis ma tête, ont heurté le pilier de marbre massif qui soutenait l'entrée de la salle. Crac. Ce n'était pas un bang. C'était un son humide. Un son intime.
Le son de l'os rencontrant la pierre. Le monde est devenu blanc. Puis noir. Puis il est revenu, flou, les lustres tournant au-dessus de moi. Puis des hurlements. Pas les miens. Ceux des invités. Une femme à la table la plus proche a poussé un cri perçant. La douleur est arrivée. Une douleur électrique, aiguë, partant de l'arrière de mon crâne. Et immédiatement, la chaleur. Cette chaleur dégoûtante que j'avais sentie sur ma nuque. Le sang. Je n'ai pas perdu connaissance. Mes genoux ont fléchi, mais je me suis rattrapé au pilier. Mes mains à plat sur le marbre froid. Je refusais de tomber. Je refusais de lui donner cette satisfaction. L'oreille droite bourdonnante, je me suis redressé. J'ai touché l'arrière de ma tête. Mes doigts sont revenus couverts de sang. Mon sang. Chaud et épais. Mes yeux ont cherché Coralie. Elle était debout. Les mains sur la bouche. Mais ses yeux ne regardaient pas mon sang. Ils balayaient la salle. Ils regardaient les invités. Ils regardaient les téléphones qui étaient maintenant tous levés, non pas pour filmer le couple heureux, mais pour filmer cette scène d'horreur. Elle était en train de calculer. Elle performait son horreur pour le public. C'est là que j'ai su. Ce n'était pas seulement mon père. C'était elle aussi. Et puis mes yeux ont trouvé les siens. Le jeune homme, près du bar. Il n'avait pas bougé. Son téléphone était stable. Il ne filmait pas seulement. Il diffusait. Le monde entier était en train de regarder. Et le sang commençait à peine à couler. L'ambulance est arrivée en moins de 10 minutes. Le pavillon d'or n'était qu'à 10 minutes de route du CHU de Limoges. Je me souviens des lumières bleues clignotantes se reflétant sur la vaisselle en argent. Je me souviens des visages horrifiés des invités, immobiles, comme figés dans une peinture. Je me souviens de l'odeur d'antiseptique de l'ambulancier, qui contrastait violemment avec le parfum des fleurs. « Vous saignez beaucoup », m'a-t-il dit d'une voix calme. « On va s'occuper de vous. » J'étais assise sur un brancard, le dos contre le marbre froid, refusant qu'on m'allonge. J'ai gardé les yeux ouverts. Je n'ai pas pleuré. À l'hôpital, le chaos de la fête a été remplacé par le chaos froid des urgences. L'odeur de javel et de café brûlé. On m'a installé dans un box. Un médecin fatigué est venu, ses yeux cernés. « Bon, a-t-il dit en enfilant des gants, voyons voir ça. » Il a écarté mes cheveux collés par le sang. J'ai grincé des dents. Désolé. Il a examiné ma tête sous la lumière crue. Vous avez une belle ouverture. On va devoir agrafer. Il a compté. C'est agrafe. Et vous avez une commotion cérébrale légère. Vous avez eu de la chance. Quelques centimètres plus bas, c'était la colonne cervicale. Il a noté quelque chose dans son dossier. Qui vous a fait ça? Sa voix était neutre. Mon père, ai-je répondu. Ma propre voix me semblait lointaine. Il n'a pas levé les yeux. Il a juste hoché la tête. D'accord. La police attend à l'extérieur. Nous sommes obligés de signaler. On m'a laissé seule. Ma robe bleu marine était tachée de sang. Mon téléphone, qu'un ambulancier avait récupéré et mis dans mon sac, n'arrêtait pas de vibrer sur la table de nuit. Pas des appels. Des notifications. Des centaines. Une infirmière est entrée pour vérifier ma tension. Elle était jeune. Elle a jeté un œil au téléphone qui vibrait comme un insecte enragé. « Vous êtes populaire », a-t-elle dit. Puis elle a levé les yeux vers mon visage. Et elle m'a reconnue. « Oh mon Dieu », a-t-elle murmuré. « C'est vous. Vous êtes la femme du mariage. » Je l'ai regardée, confuse. Elle a sorti son propre téléphone. Ma fille vient de m'envoyer ça. C'est partout. Ça s'est passé il y a 1 heure. Elle m'a montré son écran. C'était moi. C'était la vidéo. L'angle du jeune homme au bar. La qualité était parfaite. On entendait tout. C'est un mensonge. Tu n'embarrasseras pas cette famille. Et le crack. Le son était si clair, si brutal, qu'il m'a fait sursauter. Regardez les vues, a-t-elle dit, la voix blanche.
J'ai plissé les yeux. Le compteur tournait si vite qu'il était flou. 5,2 M vues. 5 millions. En 1 heure. Les hashtags défilaient. Hashtag pavillon d'Elle horreur. Hashtag justice pour Adèle. Hashtag mariage en sang. Hashtag Fortier. La police est entrée. 2 officiers. Une femme et un homme. Leur visage était grave. Madame Fortier, a dit la femme. Je suis le lieutenant Revel. Nous avons les vidéos. Pluriel. 34 vidéos de témoins, plus le live stream, plus la vidéo de surveillance de l'hôtel que le directeur nous a remise volontairement. Les preuves sont accablantes. Elle a sorti un carnet. Votre père, Martial Fortier, est actuellement en garde à vue au commissariat central pour agression. Elle m'a regardé. La question officielle, madame. Souhaitez-vous porter plainte? J'ai pensé à mon appartement. J'ai pensé au mot « compréhensive ». J'ai pensé au son « crack ». Toute ma vie, j'avais été la silencieuse. Maintenant, le monde entier m'avait entendu saigner. Le silence était rompu pour de bon. Oui, ai-je dit. Absolument. Je porte plainte. La fille qui était entrée au pavillon d'or en espérant être laissée tranquille était partie. Celle qui sortait de l'hôpital allait se battre. Et elle avait des preuves. Je suis sortie du CHU à 4 heures du matin, une ordonnance pour des antidouleurs à la main, le crâne me lançant. Mathieu m'attendait. Il était garé juste devant la sortie des urgences, au volant de sa vieille voiture. Il n'était pas en sueur, comme la plupart des gens. Il était en costume. Un costume sombre qu'il portait pour ses rendez-vous importants. Il est sorti, m'a ouvert la portière. Il n'a pas dit « ça va ?» Il a vu les agrafes sous la gaze. J'ai appelé quelqu'un, m'a-t-il dit, sa voix calme. Une avocate. La meilleure de Limoges en droit des affaires, et en drames familiaux compliqués. Maître Sylvie Renaud. Son bureau, même à 5 heures du matin, était impeccable. Verre et acier. Pas un papier qui traîne. Maître Renaud était une femme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris coupés courts et des yeux qui semblaient tout voir. Elle nous attendait avec du café noir. J'ai vu la vidéo, a-t-elle dit, sans préambule. Elle tourne en boucle sur BFM. Mais la vidéo ne dit pas tout. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai sorti la clé USB de mon sac. Pour ça. Je lui ai donné la clé. Elle l'a insérée dans son ordinateur. Pendant 20 minutes, elle a regardé. Les vidéos. Les factures de 60 000 €. L'acte de propriété. La vidéo de Coralie et de l'expert. Le SMS de ma mère. Elle a fini. Elle a retiré la clé. Elle a croisé les mains sur son bureau. Bien, a-t-elle dit. L'appartement est à vous. C'est blindé. Ce ne cesse pas un litige immobilier. C'est une affaire criminelle avec un mobile immobilier. Elle a attrapé son téléphone de bureau. Dès l'ouverture du tribunal à 9 heures, je dépose une ordonnance restrictive d'urgence contre Martial Fortier, Hélène Fortier et Coralie Fortier. 500 mètres de vous et de la rue des Feuillants. C'est la première étape. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai regardé Maître Renaud. Mettez le haut-parleur, a-t-elle ordonné. J'ai décroché. Adèle? Adèle, chérie. C'était un sanglot. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé la police? Ton père est en garde à vue. Adèle, tu dois arrêter ça. C'est ton père. Il t'aime. Tu détruis cette famille. Tu détruis la vie de Coralie. Annule ta plainte. Tout de suite. La famille d'abord. J'ai raccroché. J'avais la nausée. Maître Renaud m'a regardé, sans ciller. Vous avez entendu? Elle ne vous a pas demandé si vous alliez bien. Elle ne vous a pas demandé si vous aviez mal. Elle ne s'est pas excusée pour son mari. Elle vous a dit que c'était de votre faute. C'est une tactique de contrôle. Mon téléphone a vibré. Un SMS. Coralie. Ma vie est ruinée.
Mon mariage est ruiné. Victor ne me parle plus. C'est de ta faute. J'espère que tu es heureuse. J'ai montré le SMS à l'avocate. Pause, ma mère pleurait pour le geôlier. Ma sœur pleurait pour le spectacle. Personne ne pleurait pour moi. Alors, j'ai décidé d'arrêter de pleurer pour eux. Que faisons-nous maintenant? Ai-je demandé à l'avocate. Elle a eu un mince sourire. Maintenant? Nous les regardons brûler. Ils ont construit leur empire sur l'intimidation et le bluff. J'allais construire ma défense sur la vérité. Et ma vérité était blindée. L'effondrement n'a pas pris des mois. Il a pris 48 heures. La vidéo live n'était que le début. Le lundi matin, la vidéo de surveillance HD du pavillon d'or, celle sans le chaos des invités, celle qui montrait l'agression avec une clarté clinique et le son « crack » parfaitement audible, a fuité. Probablement par un employé de l'hôtel lui-même. Les dominos ont commencé à tomber. Le premier domino, les affaires. Logistique Fortier dépendait de contrats publics. Le principal client de Martial était la mairie de Limoges, pour la livraison des cantines scolaires et des services municipaux. Le lundi, à 14 h, la mairie a publié un communiqué, suite aux événements choquants et inadmissibles survenus ce week-end, et qui vont à l'encontre de toutes nos valeurs. La ville de Limoges suspend avec effet immédiat tous ses contrats avec l'entreprise Logistique Fortier, dans l'attente d'une enquête. C'était une perte de millions d'euros. Le deuxième domino, la banque. L'empire de Martial tenait sur le crédit, sur les prêts. Sa banque principale était le Crédit Agricole Local, une institution qui valorisait son image de « banque du terroir » et de « proximité ». L'image d'un de leurs plus gros clients fracassant le crâne de sa fille en public ne cadrait pas. Le lundi soir, ils ont gelé toutes ces lignes de crédit. L'empire était à court d'oxygène. Le troisième domino, le social. Ma mère, Hélène, la reine de la paix familiale, était aussi la présidente de la plus grande œuvre de charité de la région, le cœur sur la main. Le mardi matin, le conseil d'administration de l'œuvre a tenu une réunion d'urgence. À midi, son nom avait disparu du site web. L'architecte de la paix était devenu une paria. Le quatrième domino, le mariage. La famille Blanchard, la famille de Victor, était plus riche et plus soucieuse de son image que la mienne. Ils n'ont pas fait de vagues. Ils ont fait une annonce chirurgicale. Ils ont annoncé l'annulation du mariage. Pas un report. Une annulation. Le communiqué mentionnait leur soutien à leur fils Victor, durant cette épreuve tragique et ces événements inadmissibles. Le nom de Coralie n'était mentionné nulle part. Elle était effacée. Et puis, le coup de grâce. Une des demoiselles d'honneur de Coralie, horrifiée par ce qu'elle avait vu, a envoyé à un journal local les captures d'écran de ses conversations SMS avec Coralie, datant d'il y a 3 semaines. L'échange était là, en noir sur blanc. Coralie, Adèle fait sa martyre avec l'appart. C'est tellement énervant. Demoiselle d'honneur, attends, mais c'est son appart, non? Coralie, lol. T'inquiète. Papa va gérer. Il va juste l'annoncer au mariage. Elle sera obligée de dire oui. Elle ne voudra pas gâcher ma journée. C'était ma journée, après tout. Les captures d'écran sont devenues virales. Ce n'était plus un drame familial. Ce n'était plus une dispute qui a mal tourné. C'était une conspiration. C'était une tentative d'extorsion préméditée qui s'était terminée par une agression violente. Ce n'était plus ma parole contre la leur. C'était leurs propres mots, leurs propres vidéos, leurs propres plans exposés à la lumière du jour. Et le procès allait bientôt commencer. Le procès a été rapide. La salle d'audience était bondée. Maître Renaud avait raison, ce n'était pas un procès immobilier, c'était un procès criminel. La défense de mon père était pathétique. Un moment d'égarement. Trop de champagne. Un drame familial. Son avocat, un ténor parisien payé à prix d'or, a tenté de me dépeindre comme une fille froide, calculatrice, jalouse de sa sœur. Le procureur n'a pas eu besoin de beaucoup d'arguments. Il n'a eu besoin que d'un seul témoin. Il a installé un écran géant dans la salle d'audience.
Nous allons diffuser la pièce à conviction principale, a-t-il dit. Il a lancé la vidéo de surveillance HD du pavillon d'or. Le silence était total. On entendait le ting, ting, ting. On entendait la voix de mon père, un cadeau de sa sœur aînée. On m'a vu m'avancer. On a entendu ma voix, claire, c'est un mensonge. On a vu sa rage. On a vu la bousculade. Et puis le son. Dans le silence absolu de la salle d'audience, le crack a été amplifié. C'était le son d'un os qui se brise, le son d'une batte de baseball. Une femme dans le jury a haleté si fort que tout le monde l'a entendu. Le juge n'a pas scié. La vidéo a continué. Elle m'a montré, le sang coulant, mais me retenant au pilier. Refusant de tomber. Le procureur a arrêté l'image. Pas d'autres questions. L'avocat de mon père n'a même pas pu contre-interroger la vidéo. Le procureur a ensuite présenté les SMS de Coralie. La préméditation. Le complot. Le jury a délibéré pendant 45 minutes. Quand ils sont revenus, je n'ai pas regardé mon père. Je n'ai pas regardé ma mère, assise seule au deuxième rang, le visage gris. Sur le chef d'accusation d'agression avec violence ayant entraîné une incapacité, comment jugez-vous l'accusé ? Coupable. Un son étrange est sorti de la gorge de ma mère. Un gémissement. Moi ? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas pleuré. J'ai lâché un souffle. Un souffle que j'avais l'impression de retenir, non pas depuis le mariage, mais depuis 30 ans. Le poids sur ma poitrine s'est dissous. Martial a été condamné à une peine de prison ferme. La vidéo, la préméditation, prouvée par les SMS de Coralie, et mon refus de céder aux pressions de ma mère, son message vocal a été joué, on jouait contre lui. Une semaine après le verdict, on a sonné à ma porte. J'ai regardé par le Judas. C'était Coralie. Elle avait l'air diminué. Plus de maquillage parfait, plus de vêtements de marque. Elle avait l'air fatiguée. J'ai ouvert la porte. Elle m'a regardé. Adèle, a-t-elle commencé, sa voix pleurnicharde. Tu dois m'aider. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Papa est. Maman ne sort plus de sa chambre. Victor est parti. Ses parents ont fait annuler le mariage. J'ai tout perdu. Mes amis, je n'ai plus rien. Elle m'a regardé. Et c'est de ta faute. Tu as tout détruit. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Elle n'était pas triste. Elle était juste, vide. Elle cherchait un nouvel hôte. Tu me dois quelque chose, a-t-elle sifflé, sa voix changeant, devenant dure. Ma vie est finie. Tu as tout cet appartement. Tu dois me donner de l'argent. J'ai lentement secoué la tête. Et j'ai doucement fermé la porte. Je l'ai entendu frapper. Crier. Adèle. Ouvre. Tu me le dois. C'est de ta faute. Je suis allé dans mon bureau. J'ai mis ma musique. L'appartement était bien isolé. Je n'entendais plus rien. Aujourd'hui, je suis assise dans ce bureau. Le soleil du matin inonde les tomates que j'ai sauvées. Les lettres de soutien arrivent encore. Merci d'avoir dit non. Vous m'avez donné le courage de... Mon père construisait un empire logistique sur des camions et du béton. Moi? J'ai construit ma vie sur la précision des mots et la solidité des vieilles pierres. Mon nom est sur ma boîte aux lettres. C'est chez moi. Je ne suis plus l'ombre. Je suis l'architecte. Et ma fondation, elle, est incassable. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. C'était difficile à revivre, mais nécessaire. Maintenant, c'est à vous. Cette histoire a-t-elle résonné en vous? Avez-vous déjà dû choisir entre la paix familiale et votre propre survie, votre propre vérité? Partagez vos réflexions et vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Votre histoire compte. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si elle vous a touché. Et s'il vous plaît, soutenez-nous pour que plus de gens, comme vous, comme moi, puissent entendre ces histoires et se sentir moins seuls. Merci encore.